Salut, me voilà de retour pour la vidéo que je m'étais promise de faire avant la fin du mois d'octobre, on est proche. Alors, du coup, cette vidéo c'était sur les principes de base de l'agriculture de demain. Tout simplement, en gros, oui, c'est l'agriculture qui devrait prendre le pas sur l'agriculture actuelle. Alors, du coup, en fait, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais détailler mes sources, en fait, un peu pourquoi je vois l'agriculture de demain comme ça. Après, ensuite, on va faire un petit constat négatif-positif de l'agriculture actuelle, voir quels sont les points négatifs et les points nombreux, et les quelques points positifs qu'on pourrait conserver, qui seraient intéressants de conserver en tout cas. Ensuite, on va voir du coup les objectifs de l'agriculture de demain et les solutions à apporter pour répondre à ces objectifs. Bon, ce ne sera pas forcément très pertinent parce que ce sera une liste de solutions à apporter. C'est pour l'instant la seule façon de mettre en ordre les différentes techniques que j'ai pu trouver. À l'avenir, j'essaierai de mettre quelque chose en place de plus pertinent, peut-être une liste de techniques et solutions pour chaque objectif que je me suis fixé pour l'agriculture de demain. Ensuite, on va détailler quelques principes de permaculture et d'agroécologie aussi. Et on finira par une petite conclusion des familles. Alors, c'est parti. Donc, tout d'abord, les sources, c'est essentiellement YouTube. Je suis un addict de YouTube comme beaucoup de gens malheureusement. Et donc, c'est aussi par là que je me suis essentiellement formé. Après, YouTube est très intéressant parce que aussi on découvre des choses qu'on n'a pas pu découvrir comme ça dans une bibliothèque à part en cherchant au hasard et avec un peu de chance, quoi. On découvre vraiment toutes de choses qu'on n'imagine pas avant de découvrir la chose. Donc, par exemple, une chaîne très intéressante, comme beaucoup de gens le constatent, c'est permaculture, agroécologie, etc. C'est une chaîne connue dans le milieu, forcément. Il y a aussi Vers de terre production, que j'ai découvert assez récemment, qui est très pertinent parce qu'elle aborde les choses de manière plus scientifique, j'aime bien ça. Notamment, elle permet de comprendre quand même les sols de manière plus profonde, juste pas en surface, par des grands principes en mode le sol faut qu'il se nourrit, il faut qu'il y ait de la vie dedans, etc. Ils essaient vraiment de détailler ça, c'est très intéressant. Il y a aussi le jardin des merveilles. Et après, dans les autres chaînes à côté qui sont moins intéressantes, ou pas moins intéressantes que je consulte moi en tout cas, il y a par exemple le jardin paresseux. Et d'autres trucs comme de Nice, Huisticulture, je crois. Comment ça s'appelle. Je me suis aussi formé un grand informé du coup via Wikipédia et d'autres articles de sites web, etc. Bon, comme tu peux le voir, du coup, les sources sont à creuser. J'ai bien envie de comprendre vraiment le fonctionnement des sols pour amener un bagage scientifique derrière les principes que je présente et derrière les principes de la permaculture, les principes que Vers de Terre Production présente, etc. Donc voilà, le constat sur l'agriculture actuelle. Il n'est pas joli, donc on voit essentiellement beaucoup de points négatifs qu'on connaît bien. Enfin, ça, c'est les seuls points que j'ai pu lister. Mais on les connaît tous, hein. De toute façon, on a une désertification et une érosion massive de nos sols. J'ai vu plusieurs milliards d'hectares par an de terres arables, de terres de culture. Je crois que ça représente en fait la superficie qu'on déforeste au Brésil en fait. Donc en fait, on détruit autant par les sols, on détruit autant de sols qu'on en récupère ensuite par la déforestation. Ce qui est un peu ridicule, hein. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle pour l'instant nos sols, enfin la quantité de sol disponible sur Terre reste stable, mais bon, ça ne peut pas durer éternellement. Si on reste encore comme ça pendant 50, 100 ans, on n'aura plus de sol suffisant pour nourrir la population mondiale. Donc on a une perte de biodiversité, nos aliments sont pourris, ça on le sait bien, ça goûte flotte. On a une diminution de la diversité des aliments consommés aussi et de la diversité des variétés cultivées. Donc ça c'est vraiment une grosse perte, parce que les variétés anciennes avaient aussi beaucoup d'avantages, notamment au niveau de la nutrition, mais surtout au niveau des résistances et de l'adaptation au terroir. Au niveau de chaque région, en fait, on avait forcément notre petit lot de plantes du terroir qui étaient vraiment adaptées au sol et au climat, ce qu'on devrait retrouver à l'avenir. On a aussi l'usage des pesticides, le fait que ce soit une agriculture extrêmement dépendante à plein de choses, notamment en aide de l'État, parce que c'est plus une agriculture qui est viable, en fait, l'agriculture, par exemple en France. Il y a plusieurs milliards qui sont donnés aux agriculteurs pour pouvoir en vivre, et comme on le sait, les agriculteurs ont quand même du mal à vivre malgré ces aides-là, donc c'est vraiment dans une situation un peu catastrophique où l'agriculture n'est pas quelque chose qui permet de vivre en fait pour les agriculteurs. Donc on a une extrême dépendance au système mondial, à la mondialisation.
énormément d'apports extérieurs, notamment les engrais, le carburant, le matériel, ce qui fait qu'en fait on peut avoir un petit problème au bout du monde, je sais pas, dans les mines de phosphate au Maroc par exemple, ou dans des champs de pétrole en Arabie Saoudite, on aura quand même des conséquences en France, quoi. Il y a aussi un coût énorme de production en termes comme je disais, engrais, matériel, etc. En termes de ressources, tout simplement. Personne n'est heureux, ni l'agriculteur, ni le consommateur, ni les animaux, ni les végétaux. Bon, c'est pas cool. C'est pas esthétique en plus, hein, clairement, l'agriculture moderne, les champs en monoculture, bon, je pense pas que ça en fait vibrer beaucoup. Et on a perdu tout un tas de notions d'attachement au terroir, d'attachement au sol, d'attachement à la vie, le lien aussi, le contact avec la nature, tout ça on n'a plus, et c'est peut-être aussi une des causes de la perte de sens de nos concitoyens, de nous tous, hein, et totalement détachés de la nature, ce qui se ressent, parce qu'on sait que la nature, on en a besoin, pas la nature dans le fait tout simplement d'être dehors et de se sentir dans un milieu naturel, de voir des arbres, etc. On sait que c'est positif pour le moral, pour tout un tas de choses. Et donc les points positifs qu'on pourrait lister quand même, c'est le fait que ce soit une agriculture extrêmement rentable. Ça, on en a conscience, hein, il faut que quelques pourcents de la population pour produire de quoi nourrir l'ensemble de la population. Et on a aussi des produits du monde entier, ce qui est quand même sympa. Mais c'est le point négatif, enfin, c'est deux points positifs, ne sont pas forcément indispensables. Tout dépend de notre point de vue, quoi. On peut très bien se nourrir des produits du terroir, entre parenthèses, des produits locaux. Et aussi, on peut imaginer aussi une société où il y aurait peut-être 10% de la population qui travaille le sol. On a bien vécu pendant des millénaires avec 90% de la population dans les champs, donc on devrait pouvoir augmenter quand même légèrement la manœuvre, la main-d'œuvre. Surtout quand on voit la quantité de métiers inutiles qu'il y a de nos jours. Le pourcentage, je crois que c'est 70% des gens travaillent dans le tertiaire, ce qui n'est pas forcément le milieu le plus utile à la société. Bon, du coup, les objectifs qu'on peut définir, bon, un haut rendement, bien sûr, des aliments variés nourrissants, de l'économie, un bien-être de l'agriculteur, du consommateur, et des sols et de la nature en général, recréer un lien avec la nature, un lien social aussi, il faudrait que l'agriculture redevienne un outil pour créer du lien dans les régions, dans les villages, entre les hommes. Il faudrait une agriculture au maximum autonome du système extérieur, d'autant plus qu'on sait que notre système est désormais fragile, comme le montrent toutes les théories qui sont pas forcément que des théories, et les théories de collapsologie, je préfère les théories d'effondrement, etc. Ça montre bien que peut arriver un événement qui fait que l'agriculteur n'aura plus accès à toutes les ressources qui lui permettent à son système agricole de fonctionner. Donc, il faudrait diminuer cette dépendance à l'extérieur. Il faudrait aussi faire en sorte que l'agriculture s'intègre dans nos paysages, pour que ce soit plus joli que ce qu'on a actuellement, que les grands champs avec feu d'alternés, et conserver le fait que les produits soient peu chers. Bon, ça c'est un autre avantage de notre agriculture moderne. Donc les solutions que je vais lister de A à Z, avant de les citer, il faut noter un grand principe qui est qu'il faut qu'on continue d'expérimenter et d'apprendre de nouvelles choses pour faire avancer l'agriculture tout simplement. C'est-à-dire que grâce à des associations comme Vers de Terre Production, etc., des gens qui se lancent sur le terrain, on fait progresser les connaissances et on se rend compte que l'agriculture que la permaculture ou Vers de Terre Production par exemple propose, le maraîchage bio-intensif, le maraîchage sur le sol vivant, etc., sont des choses qui peuvent fonctionner, qui peuvent permettre à des agriculteurs de se dégager un bénéfice. Le truc, c'est aussi que les solutions elles apportent des bénéfices multiples. C'est pour ça que c'est compliqué de dire quelle solution va euh, entrer dans la catégorie des solutions résolvant les problèmes de ravageurs, parce que ces solutions-là apportera énormément d'autres choses à côté. Je modifierai du coup plus tard ces principes, etc. Parce que bon, là je le fais pas à l'arrache, mais un peu quand même. Je ferai un truc plus propre à l'avenir, et aussi avec toute l'expérience que j'aurai accumulée. Donc on commence. D'abord, les abris pour la faune et la flore. Surtout la faune du coup. Pour justement préserver notre biodiversité animale, ça permettrait justement comme on le verra, par cette biodiversité, des systèmes qui empêchent les ravageurs de pulluler, qui empêchent les maladies de se propager de manière trop grande. Ça permettrait aussi d'augmenter la pollinisation, notamment avec tous les insectes qu'on a de nos jours. Bref, ça a quand même pas mal d'avantages.
L'agroforesterie, c'est un grand truc aussi qui se développe de nos jours. C'est l'association entre les essences arboricoles, je sais pas comment on dit, tout simplement des arbres, hein, avec des plantes annuelles ou des plantes en tout cas plus basses, hein, des plantes qui font moins de 2 mètres, quoi. Ça permet justement d'améliorer le sol, on s'est rendu compte qu'on augmentait les rendements, parce que justement l'arbre a un grand rôle, ça fait aussi de l'ombre, via tous les systèmes, via toutes les interactions entre les systèmes racinaires et les mycorhizes qu'il y a dans le sol, on crée des, des interactions positives, presque des symbioses en fait, qui font que tout le système va vers le mieux, on améliore le sol. Donc comme je disais, ça augmente la productivité de l'hectare. L'apiculture, justement, il faudrait la développer parce qu'on a un gros problème avec nos pollinisateurs de nos jours. On perd beaucoup de ruches et d'abeilles de nos jours, notamment à cause de la pollution et des produits phytosanitaires, tout ce qui est pesticides. Ça permettrait du coup de dégager une production supplémentaire de miel, forcément, tout en ayant une meilleure production fruitière, parce que nos arbres, pour la majorité, ont besoin quand même d'une bonne pollinisation pour fructifier correctement. L'arrosage goutte-à-goutte est intéressant aussi, en termes d'économie de temps et de ressources. C'est pas si coûteux que ça, il paraît, une fois que c'est installé. On peut même s'amuser à imaginer un arrosage par gravité. J'ai vu ça quelque part, c'est en gros des mecs qui s'organisent pour que l'eau pluie récoltée soit en haut d'une colline, par exemple, et ils amènent des tuyaux dans leur jardin, et en ouvrant les vannes, par gravité, tout simplement, l'eau va se diriger vers le jardin et arroser tout doucement les plantes. Ce qui pourrait être vraiment très cool. Les associations de partage. Putain, j'ai toujours un problème avec ce mot-là. Le mec est dyslexique. Association de partage, du coup. Le partage de connaissances, partage de plantes notamment. Ça permettrait d'éviter de toujours acheter et partager ce qui bouture entre potos. Ce serait vraiment très sympa de faire ça. Ça faciliterait grandement la propagation des idées de permaculture et de la végétalisation de nos espaces, de planter des espèces comestibles dans nos jardins, ce serait vraiment pertinent. On pourrait ainsi créer des projets collectifs et ne plus tout simplement être chacun chez soi dans son jardin, comme beaucoup de gens le font en fait. Ça permettrait aussi de développer justement ce qui marche et toujours faire progresser, comme je le disais, par l'expérimentation, l'agriculture en général. Il faudrait aussi faire un gros travail d'éducation, comme je le disais par la suite, mais un gros travail d'initiation de la population qui est complètement déconnecté de nos jours du sol. Les gens ne connaissent plus les plantes, tout simplement. En fait, ils ne savent pas comment fonctionne basiquement un sol. Et pourquoi ils ne connaissent même pas en fait ils savent même pas comment l'agriculture actuelle fonctionne et pourquoi en quoi elle est nocive en fait tout simplement. L'augmentation de la biodiversité a un rôle énorme dans tout ce qui se développe actuellement dans les techniques alternatives d'agriculture. Parce qu'on se rend compte que ça a un rôle immense en fait, justement, tout simplement, on crée des interactions positives entre les différentes plantes, entre les différentes espèces tout simplement, qui font qu'on a de meilleures productivités, de meilleures résistances aux maladies, mais aussi une limitation des ravageurs tout simplement. Le sol fonctionne mieux, donc on a aussi des plantes qui vont pomper plus facilement de l'eau et des minéraux dedans, donc qui vont pouvoir pousser plus rapidement, qui vont être plus résistantes à la sécheresse, etc., etc. Le choix des plantes, ça c'est un gros truc intéressant. La permaculture mise beaucoup sur tout ce qui est plantes vivaces, donc c'est vrai que c'est vraiment un truc génial. Hein. Avant, moi je faisais que du potager, et qu'avec des plantes annuelles, c'est frustrant parce que d'année en année, on est obligé de toujours fournir le même effort, etc., pour retirer du sol quelque chose. Il n'y a rien de durable en fait, c'est vraiment chiant. Donc les espèces vivaces ont vraiment un intérêt très pertinent, gain de temps, d'argent, etc. Et le fait que ça se rapproche notamment du concept de forêt comestible, on crée un écosystème durable et donc le sol a tendance à s'améliorer, on n'a pas besoin de planter à chaque fois, donc de bousiller le sol à chaque fois pour des interactions humaines. Ça me paraît vraiment hyper intéressant à plein de niveaux. Après, une petite critique qui était faite et que je trouve intéressante, c'est que dans la permaculture, on a souvent tendance à utiliser des plantes invasives. Moi, je ne l'ai pas trop constaté dans les chaînes que je regarde, mais c'est vrai que ça peut être tentant justement pour limiter encore plus les efforts à faire. Par exemple, moi je plante depuis en bourg, c'est vrai que ça a tendance, il paraît, à se propager un peu, donc faut faire attention à ça, mais c'est quand même un outil. Des plantes résistantes, hein, justement, les variétés anciennes étaient quand même bien plus intéressantes à ce niveau-là. Plantes productives, hein, parce que la base, c'est quand même de manger. Des plantes variées, comme je disais, pour
pour justement tout ce qui est aspect de diversité, etc. Facile à récolter, bien sûr, et à entretenir, limiter, enfin, qu'elle soit par exemple accessible la récolte à la taille de l'homme, tout simplement. Par exemple, un fruitier nain pourrait peut-être être plus intéressant qu'un pommier basique où il faut monter sur une échelle à 5 cm ou alors attendre que les pommes tombent au sol. Éviter aussi les plantes qui se taillent et qui ont toujours d'entretien, de l'engrais, etc., etc. Beaucoup aussi souvent de produits phytosanitaires parce que ce sont des plantes fragiles, les plantes modernes, les plantes riches en nutriments, et toutes les plantes un peu qui pourraient aggrader le sol, qui pourraient l'améliorer, notamment les fixateurs d'azote, on a un peu une fixette là-dessus parce que bon, c'est un peu la seule catégorie de plantes qu'on connaît vraiment pour avoir un gros rôle dans le sol, dans l'enrichissement du sol via l'apport d'azote. On peut aussi penser à des plantes plus utilitaires que productives, donc des plantes permettant de produire énormément de biomasse, donc pour justement faire après des amendements, mais aussi des plantes couvre-sol et après qu'on pourra justement récolter pour produire de la biomasse. Le couplage élevage-production végétale est très intéressant parce que les animaux fournissent de l'engrais. Ils vont aussi limiter les ravageurs. Je me rappelle de plusieurs exemples. On a souvent l'exemple des canards coureurs indiens ou des poules dans les vergers. J'ai vu ça notamment dans des vergers de noisetiers. Là où c'est très efficace pour, je sais plus, tuer des petites larves qui sont fondues dans le sol et qui sortent du sol pour après aller bouffer les noisetiers par la présence toute simple de poules en fait. On élimine ce problème. Ou les canards pro-indiens qui vont bouffer les limaces, bouffant toutes nos plantes. Donc il faut savoir gérer ça. Mais du coup, on se rapproche plus du système de l'écosystème de base qui comprend animaux et végétaux. En fait. Et ça, c'est intéressant. On se rapproche du système terre basique. La couverture végétale permanente aussi, elle a énormément d'intérêt. Ce que j'ai essayé de mettre en place chez moi, parce qu'avant, on avait tendance à énormément passer de la tondeuse, désherber, etc. Alors qu'en fait, faut savoir limiter, contenir toute cette végétation, par exemple, souvent sauvage, mais on peut aussi faire des couvertures végétales qu'on sème nous-mêmes. Mais du coup, l'intérêt, c'est qu'on enrichit le sol justement parce qu'on crée des symbioses, les racines se dégradent, ensuite, après, on peut couper les plantes et on donne de la matière au sol, après, les feuilles, etc. On diminue aussi énormément la perte d'eau par évaporation, ça je l'ai constaté sur un terrain. Il y avait un terrain en fait, où j'avais planté des plantes, du coup, toute seule, et j'avais des herbiers autour, et à côté j'avais planté encore des plantes, et que ça comme plante, vraiment. Euh, Par contre, j'avais laissé la végétation sauvage en fait faire sa petite vie en fait, donc ça avait atteint des proportions un peu balèzes quand même, hein, mais c'était des plantes sauvages qui montaient à 1 mètre de haut, c'était très joli avec plein de fleurs, etc. Sauf que, enfin, mais du coup, c'était vraiment génial parce que en fait, j'ai pas eu besoin d'arroser, et ça a quand même tenu la sécheresse, alors que là où je suis, il y a quand même une bonne sécheresse. À côté, le terrain où j'avais des herbiers, ça crevait malgré un arrosage de temps en temps. Donc, vraiment, j'ai bien vu dans cette situation-là l'apport énorme que peut avoir tout simplement une couverture végétale. Il paraît que justement, les plantes, la terre perd moins l'eau quand les plantes quand il y a des plantes qui couvrent le sol, tout simplement. Il faut être contre-intuitif parce que les plantes évaporent, transpirent de l'eau, tout simplement, par évapotranspiration. Mais, mais au final, il paraît que ça crée en fait une atmosphère humide et assez peu d'eau qui s'échappe parce qu'en fait, l'eau reste sous les feuilles et en fait, reste dans l'air au niveau du sol. Donc, on améliore aussi la disponibilité des minéraux par la mycorhize. Le petit truc sur la mort des bactéries, c'est qu'en fait, il paraît que des bactéries qui se développent autour des racines ont un grand rôle dans l'apport des minéraux aux végétaux. Car en fait, c'est des bactéries qui vont pomper les minéraux dans le sol, et en mourant, ces bactéries libèrent des minéraux sous forme biodisponible, c'est-à-dire qu'ils sont assimilables par les, euh, les végétaux, bien plus que des minéraux bruts. En fait. On a aussi une limitation de l'agent pathogène, une diminution de l'érosion, etc. L'éducation, comme je disais, bah, ça serait hyper important pour créer une société responsable où les gens s'intéressent plus à notre agriculture, à comment on produit notre nourriture. Quand on voit ce qui se passe par exemple tout simplement dans nos abattoirs, on se demande pourquoi c'est encore lieu, quoi. Enfin, simplement parce que les gens n'ont rien à foutre. Les engrais verts, aussi un apport intéressant, proche de tout ce qui est notion de couverture végétale. Hein. Donc c'est tout simplement des espèces plantes pour après couper et de mettre sur un terrain où ces plantes-là apporteront des minéraux particuliers.
Exemple de la soude, par exemple, je crois qu'elle apporte du phosphore quand quand on la coupe et qu'on la met sur un autre terrain. Éviter la compaction, ça a un rôle très important aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent du non-labour ou du semi-direct, du non-travail du sol en fait. Éviter la compaction en fait, par aussi le passage des engins. Ça augmente la vie du sol, on laisse l'aération du sol en place. Donc on crée des micropores qui sont produits par toute la faune souterraine, qui reste en place, permettent à l'eau de rester dans ces petits micropores, on prend des réserves. Et de plus, les racines des végétaux peuvent beaucoup plus facilement circuler. Donc on augmente tout ce qui est vie du sol, etc. Faire ces semences, bon, c'est pas besoin d'expliquer, gamma argent, etc. En sélection des individus. Il y a aussi une notion très importante qu'il faut acclimater nos espèces dans le terroir à l'avenir, comme on le sait avec l'évolution du climat qui a lieu et qu'on constate tous, je pense. La notion de haie-bocage, très intéressante. En fait, j'ai regardé, en fait, il paraît que, je suis un peu jeune, il n'y a pas si longtemps, en fait, les bocages, la notion de haie entourant les parcelles agricoles, en fait, était très présente. On le voit encore en campagne parfois, mais on a tendance à supprimer toutes ces haies, en fait, qui entourent les parcelles agricoles, alors que la haie et tout simplement la notion de bocage avait un impact très grand, en fait. Ça augmentait la biodiversité, justement, ça protégeait du vent, de l'érosion, etc. Ça permettait à la faune de se constituer et de circuler, en fait, via toutes ces haies qui se rejoignaient. Cette notion de corridor écologique permet à la vie de circuler en fait via ces haies, tout simplement. Limiter la taille. Donc ça c'est un peu un sujet à débat. Personnellement j'essaie de limiter vraiment ça parce que c'est pas toujours utile à mon avis, c'est un gain de temps, etc. Il y a aussi le fait que la taille crée des risques d'infection. Il y a aussi le fait que la taille ça crée une réaction de défense végétale qui va sécréter des molécules toxiques pour se défendre justement, qui vont après dans nos aliments. Bon, ça c'est pas encore un sujet trop étudié, mais c'est pas intéressant. Je pense pas que l'impact est majeur sur la santé humaine, hein, mais c'est toujours très à prendre en plus. Et donc, il faudra sélectionner les variétés nécessitant pas la taille. La notion de mare, toujours dans la notion d'augmenter la biodiversité. En plus, ça fait des réserves d'eau, qui peut être intéressant. On produit une nouvelle ressource. Et je ne l'ai pas noté dans cette liste de solutions, mais en permaculture, on a cette notion des interfaces. Euh, Quand deux milieux se rejoignent, à leur interface, justement, on a beaucoup plus d'interactions que dans chaque milieu séparé. En fait. Et c'est cette augmentation, ce boost d'interaction, crée une explosion de vie, etc., qui peut être très intéressante. Occuper toutes les strates végétales, ça c'est le concept de forêt comestible. En effet, moi j'essaie d'occuper l'espace en trois dimensions avec de grandes espèces fruitières, des grands arbres et après des grimpantes, des plantes couvre-sol qui auront d'autres rôles pour justement limiter l'évaporation du sol. Des plantes, des arbustes qui vont avoir des tailles intermédiaires à taille d'homme, quoi, tout simplement. Très intéressant parce que du coup on optimise vraiment et on augmente le rendement par surface. J'ai pas encore travaillé avec ça, mais travailler sur l'ombre naturelle et artificielle peut être très fascinant. D'autant plus qu'on a des sécheresses qui viennent et qui sont toujours plus grandes et plus intenses. Le fait de travailler par exemple avec une haie ou tout simplement des ombrières qui sont des structures faisant de l'ombre sur le sol, ça permettrait de gagner justement en économie d'eau, en résilience du sol face aux sécheresses. L'outillage, moi je privilégie le manuel. Alors après, c'est utopique peut-être, hein, mais c'est vrai que travailler sur de grandes exploitations en manuel, c'est peut-être un peu trop physique et irréalisable. Malgré ça, quand même, on a des exemples hein, de fermes en permaculture, des fermes alternatives qui arrivent à travailler avec très peu d'outils en fait, mécanisés, très peu de trucs avec du pétrole en fait. Ils travaillent beaucoup les manuels avec des petits outils, ça fait le travail en fait. Notamment parce que il n'y a plus besoin de retourner le sol, tout simplement, il y a juste besoin de grappouiller un petit peu par-ci et par-là, planter, et voilà. Après, couper à la rigueur avec un sécateur, et c'est très peu de manipulation à faire. Donc justement, dans cette notion-là, moi j'utilise vraiment juste quelques trucs. Dans mon terrain, j'utilise la paramine, parce que c'est un terrain de merde, un terrain complètement bousillé, il n'y a pas de vie dedans, donc je suis obligé d'y aller à la paramine pour pouvoir creuser un trou, ça prend des heures. Donc on peut aussi utiliser pioche, pelle, etc., arrosoir. Un semoir direct peut être très intéressant, justement, cette notion de non-labour. Voilà.
Le paillage, très intéressant aussi. Alors moi j'ai un peu une mauvaise expérience avec ça, mais c'est quand même quelque chose qui reste très intéressant. Très intéressant, pardon. Donc moins de perte d'eau, production d'humus, pas de désherbage, etc., etc. Après l'inconvénient, c'est que du coup il n'y a pas de végétaux qui poussent, donc pas d'enrichissement du sol par une éventuelle présence d'autres végétaux qui justement créeraient des symbioses, etc. Euh, En fait, on a juste quelques plantes par-ci par-là avec un sol couvert, ce qui n'est pas forcément non plus le top du top en fait. Et moi, en ayant expérimenté, je me suis rendu compte qu'en fait, une couverture végétale est plus puissante, je trouve, pour résister à la sécheresse, par exemple, qu'un paillage en fait. Donc après, il faut savoir la maîtriser comme il faut. Mais par exemple, dans le cas des essences fruitières, des arbres, en fait, pendant qu'ils grandissent, on s'en fout un petit peu qu'ils soient entourés de plantes assez hautes qui atteignent 1 mètre de haut. Ils vont pousser tout doucement et voilà. C'est vrai que c'est plus dérangeant qu'on a un potager, mais et encore, on peut toujours gérer ça, gérer les choses de telle sorte qu'on on laisse les plantes potagères pousser tout en assurant une certaine pousse des plantes sauvages pour le sol. Donc ouais, le paillage, je reste un peu partagé, mais ça a quand même son intérêt. La polyculture, bon, bah, pareil, tout ce qui est intérêt à la biodiversité. On a aussi le fait que bah, on met pas tous nos œufs dans le même panier, donc c'est un petit problème, bah, c'est toujours intéressant d'avoir quand même des productions à côté. On augmente justement les bénéfices, enfin, on a tous les bénéfices de la biodiversité, etc. Les prédateurs contre ravageurs, on peut jouer aussi avec cette notion de prédateurs, des ravageurs qui nous font chier. Par exemple, justement, avec les poules, les canards et les oiseaux, comme je le disais. Donc ça va aussi avec la notion de favoriser la biodiversité, faisant venir par exemple, des coccinelles, des faussages et pucerons qui nous font chier. Avec les poules, par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi une production d'œufs et de viande, enfin d'œufs, pardon. Et on détruit les ravageurs, on produit de l'engrais, de bonne qualité, et voilà. Un exemple, peut être tout simplement, j'ai vu des gens qui posaient des nichoirs pour les oiseaux, qui mangeaient des insectes ravageurs sur les arbres fruitiers, en fait. Ça marche très bien, et donc il y a vraiment un travail à faire avec cette notion de prédateur qui permettrait de se passer grandement des traitements en fait, phytosanitaires, des insecticides, etc. Après, le top serait quand même d'avoir des espèces comestibles qui n'ont même pas besoin en fait de ces prédateurs, car tout simplement elles ne seraient pas sujettes à des ravageurs particuliers, elles ne seraient pas sujettes à des maladies en fait. C'est vraiment le top du top. La production individuelle et collective hors cadre professionnel. Un, un bien grand terme. En fait, pour moi, on devrait tous, individuellement et collectivement, justement, commencer à produire au maximum, en fait. Notamment déjà pour créer un lien entre l'homme et la nature. En fait, tout simplement, recréer même en produisant que dalle, hein, même produire quelques framboises par an, au moins on aura quand même eu un lien avec cette nature-là. Et en recréant ce lien, on a plus de respect. Nous-mêmes, ça nous fait du bien parce qu'en tant qu'humain, on en a besoin. On fait quelque chose de concret, etc. Les apports sont énormes. On partage des bons moments avec d'autres personnes, voilà. Il n'y a pas besoin de s'étendre sur les bénéfices. Moi, je trouve très intéressant justement d'utiliser tout ce qui est jachères, pelouses, les espaces de décoration dans les espaces publics qui ne servent pas à grand chose en fait. On pourrait les remplacer par des espèces fruitières comestibles qui sont aussi très jolies, hein. Par exemple, le goyavier du Brésil qui est super beau, qu'on peut utiliser. L'arbousier par exemple qui est planté assez couramment maintenant dans les villes, ou les Elagnus, sont des plantes comestibles qu'on pourrait continuer d'utiliser et voir répandre un peu plus en fait. Et aussi apprendre la population à les reconnaître et à les consommer. Du coup, on aura une production fruitière qu'on utiliserait. Il faut qu'on devienne des producteurs, consommateurs, un minimum. Quoi. Je pense pas que la fin de l'agriculture professionnelle est pour demain, mais il est important de renouer le lien avec la terre nourricière, comme on dit, la mère nature. Donc, bien sûr, chacun fera ça de manière variable. Tout le monde n'a pas envie forcément de s'y mettre à fond, mais il ne faudrait pas forcément obliger, mais il faudrait vraiment une conscience collective qui fasse que tout le monde s'y mette un petit peu. Quoi. On pourrait trouver ça dans les écoles, justement, de l'éducation, mais aussi tout simplement avoir des petits potagers en dehors de l'entreprise. Toutes les entreprises ont une petite pelouse avec quelques arbres fruitiers, avec quelques arbres décoratifs, etc. Pourquoi pas utiliser ces espaces-là Je vis dans une résidence où il y a des espaces verts.
avec beaucoup d'arbres décoratifs, des grandes allées, etc. Ça ne sert à rien du tout, à part à joli, hein, donc c'est déjà ça, mais on pourrait remplacer par des essences fruitières et instaurer un petit coin potager pour tout le monde, où les enfants et les adultes, en revenant du boulot, pourraient aussi s'amuser un peu à gratouiller la terre et à découvrir un peu ce que ça peut être que produit sa nourriture soi-même. D'autant plus qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de s'intéresser à ça, hein. C'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a tous au fond de nous quand même une envie, je pense, de produire, de voir qu'on peut produire quelque chose de concret justement de nos mains. Et c'est intéressant que ça se diffuse. Bon, ça se diffuse déjà bien par tout ce qui est, par exemple, dans la résidence, on a par exemple des petits composts organisés par les syndicats, mais les incroyables comestibles ou les petites associations de jardinage dans les mairies, etc., ça se met de plus en plus en place, mais il y a encore un travail à faire pour que ça se démocratise encore plus. Une notion particulière, c'est le push and pull, très bel accent. Ça veut tout simplement dire chasser l'insecte en le poussant, le pousser hors de la parcelle, puis le piéger en fait. Donc en fait, ça a été expérimenté, je crois, en Afrique, parce qu'il y avait un ravageur contre les plants de maïs. Et en fait, les Africains ont trouvé une très bonne technique en fait, pour limiter ça. En fait, ils utilisent des plantes qui vont limiter, qui vont repousser les insectes par des substances chimiques sécrétées. Ensuite, ces insectes vont du coup en bordure de la parcelle, et en bordure de la parcelle, on a placé des plantes qui, elles, sécrètent des substances chimiques attractives, qui sont en plus des refuges des prédateurs des insectes en question. Et donc, on bouffe les insectes qui nous font chier, tout en, du coup, protégeant nos plantes. Et donc, cercle vertueux, en plus, du coup, on plante d'autres plantes à côté, donc ça crée une hausse de biodiversité, on fait venir une faune, justement, et donc tout est génial, quoi. Donc la notion de push and pull, c'est justement cette notion de jouer avec les prédateurs et des plantes justement qui ont tendance à repousser. Je sais que par exemple les aliacées, tout ce qui est poireaux et tout ça, sécrètent des molécules qui ont tendance à perturber l'odorat des insectes et qui font qu'ils ont du mal à aller de plante en plante pour les bouffer en fait. Donc ça peut être sympa d'intercaler par exemple de l'ail et des poireaux dans nos champs de pommes de terre, enfin, de nos parcelles de pommes de terre, de tomates, etc. Ou de plantes sujettes aux insectes. Recycler la matière organique, un très grand point aussi, c'est-à-dire que de nos jours, énormément de minéraux, de matière organique part de nos sols, elle va dans notre assiette à la rigueur, ou au pire, elle va dans nos rivières par l'érosion des sols et le gorgement des nappes phréatiques avec des bouts, comment je sais pas, avec tout un tas de. Oui, des bouts tout court en fait, parce qu'en fait, toute la matière organique des sols part, s'érode parce que les sols sont à nu. C'est typique dans les champs en agriculture conventionnelle, et donc on perd énormément de matière organique et de vie. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est créer une organisation cyclique, rétablir les cycles de la nature. Donc ce qu'on consomme ensuite, nos excréments, on les remet dans les sols qui nous ont nourris. Et aussi on évite toute cette érosion qui bousille nos sols et qui font qu'on a des fuites de nitrates, des fuites de merde dans nos océans, avec des bouillons de culture à la bouchure de nos fleuves. Ce serait sympa ce serait même très bien, de recycler justement toute cette matière organique, et notamment nos déchets verts aussi. Au lieu de foutre tout à la déchetterie, bah, peut-être donner nos déchets verts à un jardin à un voisin qui en a besoin, euh, pailler justement comme on disait, ou poser ça dans un terrain de compost, etc. C'est très intéressant. Bien sûr, la condition, c'est que nos déchets verts ne contiennent pas de matières toxiques, comme les produits phytosanitaires, donc du Roundup ou des antibiotiques, ça ne fera pas bon ménage non plus dans un compost. Donc, bien sûr, ça implique aussi des changements de pratiques de vie pour les hommes, et aussi de pratiques de culture en évitant tout ce qui est phytosanitaire. Et justement, on peut les éviter par toutes les solutions que je propose et bien d'autres qui existent à côté. Parce que je prétends pas du tout être exhaustif ici, hein. J'ai jamais listé le maximum, mais il y a bien d'autres choses à côté. Donc, le remplacement des essences décoratives et non productives par des plantes utiles. Ça serait vraiment mon petit kiff à moi. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui y pensent aussi. Ce serait d'imaginer en fait un espace public rempli de plantes comestibles, justement, au lieu d'avoir des ronds-points, des trucs merdiques, de tous les parcs qu'on a.
qui sont jolies, hein, mais qui servent à rien du tout au niveau production alimentaire, alors que la population est de plus en plus pauvre et a de plus en plus de mal à se nourrir et mange de plus en plus de la merde, bah, on pourrait utiliser tous ces espaces-là pour produire de la nourriture. Donc bien sûr, ça ne plairait pas justement aux grands groupes, des supermarchés, etc. Mais ce serait vachement pertinent en fait. Donc justement ça peut être mis en place par les citoyens, en faisant pression sur la mairie, etc. Et tout simplement, au lieu, même à l'échelle individuelle, de remplacer tout ce qui est plantes décoratives dans le jardin par des plantes décoratives comestibles. Il en existe beaucoup, hein. Par exemple, la capucine, tout simplement, qu'on aime bien mettre par-ci par-là. Je sais qu'il y a des fuchsias comestibles aussi qui existent. La passiflore est comestible aussi. Enfin bref, il y a une liste assez balèze de plantes qui pourraient être utilisées pour décorer et se nourrir. La notion de rotation des cultures, qui était bien connue de nos anciens, permet aussi de limiter justement toutes les conséquences négatives des monocultures. Donc, c'est de la monoculture en série, hein, mais c'est déjà mieux que rien. Donc, comme je disais, ça limite l'établissement de pathogènes, ça évite de pomper toujours les mêmes nutriments dans le sol, ça évite la perte de biodiversité microbienne, etc., etc. Donc, les savoirs traditionnels aussi, c'est très intéressant de s'y plonger. Moi, alors j'avoue que j'ai pas trop creusé le sujet, mais ça me paraît logique, même à base, que plusieurs millénaires de tradition, on a bien forcément empiriquement découvert des choses. Rien qu'à l'esprit, à ce qui me vient à la tête, c'est que je crois que dans certaines régions, on utilisait par exemple les vignes en agroforesterie, et on les faisait pousser et jongler d'arbre en arbre, et on utilisait donc des arbres fruitiers avec des vignes pour produire la nourriture. C'est un peu la notion de strate qu'on utilise aujourd'hui en permaculture, mais du coup, il y a sûrement énormément de choses à découvrir chez les anciens. Bon, il y avait aussi toutes les plantes qui ont été sélectionnées par nos anciens qui seraient à redécouvrir, qui seraient très intéressantes. Malheureusement, on en perd de plus en plus et bien sûr qu'il reste beaucoup moins que ce qu'il y avait avant. Mais bon, il faut quand même faire avec ce qu'il y a et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire avec ce que les anciens ont découvert. Encore une fois, par exemple, la notion de MIPA, les trois sœurs qui est bien connue en agriculture, l'association courge, maïs et haricots, qui est utilisée par l'utilisation amérindienne pour produire de manière plus efficace le truc de base, c'est que le maïs pousse, ça fait une tige qui est un support pour le haricot. Le haricot, c'est une légumineuse, donc elle enrichit le sol en azote. Et ensuite, la courge, par ses feuilles, fait un couvre-sol et donc limite l'évaporation et le cramage du sol et la pousse de plantes indésirables. Les fameuses mauvaises herbes. L'utilisation semi-directe et de non-labour, bon, bien sûr, énorme gain de temps, d'argent, de matériel, on améliore les sols. Et ça, ce qui est génial, c'est que on voit des gens qui pratiquent ça, en fait, passe du conventionnel au semi-direct, en fait, et qui sont des gens qui travaillent toujours avec des tracteurs, des trucs à bois, en fait, vraiment du conventionnel, bis, mais juste en faisant du non-labour et en travaillant du semi-direct. Et eux, déjà, ils voient des. Ça marche, en fait, ils arrivent quand même à produire et en vivre. Donc, rien que ça serait une énorme avancée. De défoncer le sol, faire du semi-direct permettrait de gagner, faire une énorme avancée. Les serres, ça c'est intéressant aussi comme notion. Serres, en parenthèse alternative, hein, parce que les serres c'est utilisé. Mais on peut imaginer des fonctionnements de serres un peu alternatifs, justement, avec plein de notions qui sont abordées par la permaculture, justement. Le chauffage des serres par les animaux, les poulaillers par exemple, c'est intéressant pour les serres. Des tas de fumier aussi, je sais que ça a été réalisé, ça, ils en parlent pas mal en permaculture, avec par exemple, on fait passer des tuyaux de cuivre, etc., dans des tas de compost, qui vont chauffer l'eau passant dans un tuyau, et ça va ça circule dans la serre, ensuite ce tuyau, et l'eau chauffe du coup la serre. Il y a même des gens qui ont utilisé ça pour chauffer l'eau de leur maison et chauffer tout court en maison. Donc c'est génial. Une meilleure exposition au soleil, ça va aussi à travailler. Le fait de positionner les serres contre des masses thermiques comme des collines de terre, c'est très intéressant aussi pour marquer la température. On peut aussi imaginer mettre la serre contre les maisons. On peut aussi mettre en place des mares devant les serres pour faire en sorte que la lumière du soleil se réfléchisse sur la serre pour augmenter encore la température. Tout ça permettrait de cultiver des espèces tropicales, justement, on disait en introduction que
l'avantage de notre agriculture moderne, c'est qu'on produit des espèces, on consomme des plantes venant des tropiques. On pourrait en partie combler cette lacune de l'agriculture de demain par l'instauration de serres permettant justement la culture d'espèces tropicales. Et aussi le fait qu'on pourrait faire des semis précoces, etc., etc. Tout simplement, par exemple, moi j'ai de la stevia chez moi, elle crame en hiver, les serres sont donc indispensables. On peut aussi imaginer des avocatiers en Normandie, peut-être c'est un quantif, quoi. On peut rêver. Le troc de semences aussi très intéressant, ça permettra un gain d'argent et une création de sociale, ça se fait de plus en plus, et notamment l'association et le site web Graines de Troc, qui est assez connu, Graines de Troc, pardon, qui est utile. Moi j'ai pas été dessus encore, parce que j'avais un peu la flemme, mais ça me paraît être une bonne solution. Et simplement, en fait, plutôt troquer simplement à l'échelle locale, dans les associations, je vais réussir à le dire. Ouais, troquer entre amis, entre personnes entre membres d'une association, ce serait un truc pour développer vachement l'agriculture. Notamment qu'il y a beaucoup d'espèces qui commencent à être de plus en plus connues, hein. Il y a 20 ans, tout simplement, je sais pas, le collier du Brésil, l'azimier, l'arbousier était connu, mais c'est des choses qui s'utilisaient assez peu en fait. Alors que maintenant, ça se vend pas mal quand même. La vente locale, du coup, génial, pas les inconvénients du transport, création d'un social, métier avec sens pour le producteur, parce que c'est vrai que les pauvres agriculteurs, les mecs, c'est des machines en fait, clairement, ils sont complètement déconnectés de leurs consommateurs. Les consommateurs aussi sont déconnectés de leurs producteurs, on bouffe des choses, on ne sait pas d'où ça vient, qui c'est qui l'a produit, dans quelles conditions. Donc recréer un peu ce que font les AMAP, etc., ce serait vachement intéressant. Je dis beaucoup vachement, hein, je sais pas ce que j'ai avec les vaches. Et donc ça permettrait aussi aux producteurs, bah aussi de, ça permettrait à nous consommateurs de valoriser les producteurs qui sont en accord avec ce qu'on veut, avec nos principes. Donc voilà, maintenant j'ai fini avec les petites solutions que j'ai données. Donc c'est vraiment une liste un peu pas très agréable à goûter. Après c'est une liste des choses qu'on peut observer en regardant plusieurs dizaines de vidéos de permaculture, etc. C'est un peu tout ce que j'ai relevé pour l'instant. Il y a d'autres choses à dire encore, je pense, hein. Donc là, par exemple, là, j'ai pris la page Wikipédia et quelques autres pages, enfin, je crois que surtout la page Wikipédia de permaculture. Et en fait, on va lister justement les principes qui sont énoncés par la permaculture, enfin, des techniques plus que des principes, en fait. J'ai pas encore, je me suis pas encore intéressé aux fameux principes de la permaculture, les 12 principes et tout ça, originels, je n'ai pas encore creusé le sujet. Mais par exemple, rien que sur la page Wikipédia, on voit des trucs comme ça. Créer un écosystème en s'inspirant de la nature, donc du coup, justement, ça revient à la notion de forêt comestible, qui serait en fait le système le plus intéressant dans l'agriculture de demain, en termes d'autonomie, de productivité, d'amélioration des sols, etc., etc. La création d'une culture pérenne, c'est bien sûr l'objectif de la permaculture. Eux, ils voient plus loin que le milieu agricole en créant des habitats autonomes, des relations humaines en mode permaculture ou avec communication non violente, etc. etc. Intégrer les activités humaines dans l'aspect des processus naturels, justement, ne pas être en opposition avec la nature. Le non-labour, quelque chose de très très commun maintenant dans les milieux alternatifs, car on s'est rendu compte vraiment que c'est un truc qui bousillait le sol comme jamais, en bouleversant complètement la structure des sols, en exposant des organismes qui sont anaérobies à l'air libre et donc qui créent du soleil et de l'exposition à l'oxygène. Donc valoriser aussi l'arbre et la forêt, les blocages, etc., comme je le disais. Donc rejouer avec toute cette notion de plantes vivaces, en fait, et qui crée des écosystèmes beaucoup plus durables que nos plantes annuelles. L'efficacité énergétique et le maître mot en permaculture, c'est vrai qu'il y avait un peu une notion, une vision économique de la permaculture à ses origines, hein. Je crois notamment David Holmgren, je sais pas comment ça se prononce, qui voit vraiment la notion de produire, en fait, et ce qui n'est pas négatif, en fait, vraiment produire, avoir du surplus, être efficace énergétiquement, pas perdre son temps, etc. C'est vraiment une notion centrale, parce qu'on est un peu des flemmards en tant que les permaculteurs sont des flemmards en soi. Ils ont tendance à vouloir limiter justement tout le travail et avoir plus de bénéfices, ce qui est totalement normal. Faire un déchet et une ressource, ça c'est un peu un principe philosophique qui est sympa, notamment du fait que de nos jours on dépense énormément on rejette énormément de déchets
agricole, et notre société produit énormément de déchets, du gaspillage, etc. Et on pourrait remettre ça dans le sol pour les nourrir. Valoriser les services gratuits providés par l'écosystème. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est leur truc. Réduire le déplacement de consommation, bien sûr. La fameuse inspiration des différentes strates qu'on rencontre dans l'écosystème naturel, donc justement, toujours avec cette notion de biomimétisme, en fait, en reproduisant les différentes strates qu'on rencontre, canopée, arbre intermédiaire, arbuste, aramelle, etc. On essaie aussi de produire de l'humus, parce que c'est ce qui est indispensable en fait, pour un écosystème durable. Utiliser l'arbre en agroforesterie, il y a toujours cette notion de l'arbre qui est vraiment très intéressante, parce que l'arbre est quelque chose de durable, qui est productif, qui demande peu d'entretien, voilà, qui structure les sols. La couverture végétale permanente, les plantes de campagne, polyculture, le mulch, cette fameuse notion de paillage. J'ai pas noté les buts, mais bon, c'est vrai que quand on imagine permaculture, au début on imagine vraiment paillage, but, et voilà. Favoriser l'effet de bordure, ça c'est une notion intéressante, qui mérite d'être creusée, parce que je la comprends pas encore trop au niveau de son fonctionnement, mais il semblerait que quand deux écosystèmes sont en interaction, à leur bordure, justement, au niveau de leur interface, on a une plus grande richesse en biodiversité du fait justement de cette interaction. On a en fait les espèces de chaque écosystème et de nouvelles espèces et de nouvelles interactions qui naissent entre les deux. Donc une augmentation du potentiel productif. Et donc les gens essaient de jouer vachement avec cette notion de haie. La notion la bordure entre la haie et un sol, on va dire, de prairie, serait un espace où il y a une haute productivité. Donc on peut imaginer de même une bordure entre un sol et un plan d'eau serait une zone propice à augmenter la productivité. Et donc jouer sur ces interfaces, sur ces bordures, serait intéressant pour produire plus et augmenter toute la biodiversité. Maximiser l'effet de bordure justement par des formes arrondies, plutôt que par des formes rectilignes. Ça c'est pareil, c'est un petit détail. Les plantes vivaces, toujours, et éternellement, les plantes vivaces, toujours. La base. Un truc marrant, par exemple le tracteur à poules, et les poules, les poules, pour les contrôles des adventices, c'est vraiment intéressant et pertinent. Les poules sont vraiment très, très, très utiles en fait, vraiment. Et le tracteur à poules, alors simplement, c'est le fait qu'on crée une structure mobile qui limite sous elle des poules, en fait, enfin, qui limite les poules sous elle. En fait, c'est une sorte de poulailler mobile. Les poules sont en contact avec le sol, elles marchent sur le sol, et donc elles défoncent, elles mangent l'herbe et elles chient sur le sol, ce qui enrichit le sol. Elles vont aussi donc du coup préparer le sol pour, par exemple, des semis en désherbant, etc., etc., et en enrichissant. Ça peut être utilisé pour plein de choses, en fait. Pour désherber, pour, euh, pour éradiquer les ravageurs, par exemple, et tout simplement, justement, comme je disais, pour avoir une zone de terre à nu, désherbée et enrichie pour planter à nouveau des plantes. La serre poulailler, justement, pour chauffer, etc. C'est une notion qui sont du coup dites dans l'article Wikipédia. Après, je me renseigne trop tard, Wikipédia n'est pas la vie. L'approche au breeding. Donc, ce serait l'approche de base en fait en permaculture pour concevoir un système. La permaculture fonctionne par système. En fait. Ils imaginent des systèmes qui fonctionnent et du coup, justement, pour concevoir un système, il faut un appel à ce type d'approche. Overheading, c'est l'acronyme, je crois, de Observation, Boundary, Ressources, Evaluation, Design, Implémentation, Maintenance. J'arrête avec mon accent. Donc, tout simplement, observer d'abord pour étudier comment fonctionne notre système, notre écosystème, tout simplement, comment il réagit à nos actions. Donc, en fait, cette observation, justement, comme ce qui est marqué, en fait, c'est une observation qui est continue. Des gens disent qu'il faut souvent observer environ un an notre milieu avant d'interagir de trop avec lui, pour vraiment comprendre comment on va évoluer, par exemple, la luminosité, les vents, l'évolution de la flore et de la faune, etc. etc. Au niveau de la pluviométrie, où est-ce qu'il y a des zones plus humides, enfin voilà. Observer pour après adapter notre système, justement. Il faut aussi prendre en compte nos limites matérielles pour pas, j'imagine, aller trop loin, dépasser nos limites, mais aussi pour ne pas oublier qu'on a aussi ça comme atout, en fait.
ça rejoint un peu aussi la notion de ressources, justement. Utiliser ces ressources pour développer un système, pour ne pas oublier quelque chose. Ensuite, on évalue, donc on va identifier nos besoins. Qu'est-ce qu'on veut faire en fait? Quel est l'objectif? Puis on conçoit, on utilise les ressources, comme je disais, pour concevoir le système en question, qui devra répondre à nos besoins qu'on a fixés durant la phase d'évaluation. Ensuite, on met en œuvre, donc on passe à la pratique, clairement, selon un agenda précis, voilà, facultatif. Et ensuite, on passe à une étape de maintenance. Donc là, on ajuste petit à petit le système. Normalement, s'il a été bien conçu justement en suivant cette approche, il y aura assez peu d'actions à réaliser. À savoir qu'en fait, du coup, l'observation restera toujours quelque chose de qu'on fera en fait, à chaque étape. En fait, on continue d'observer en permanence, en fait, vraiment créer le meilleur système. La notion de zonage est très très abordée aussi en permaculture. Toujours de cette notion en fait, d'économiser notre temps et notre énergie. Le but en fait, c'est d'organiser l'espace de manière à limiter le temps de déplacement et les temps inutiles, ouais, justement, en organisant l'espace selon sa fréquence d'utilisation. Et aussi organiser l'espace pour maximiser les interactions. On rejoint l'effet de bordure, justement, en fait, créer des interactions entre différents milieux et créer des interactions tout court. Donc l'espace, la zone 0, c'est bien sûr la maison. La zone 1, le jardin, on va tous les jours. Donc du coup, le fait de le positionner à côté de la maison est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de déplacements à faire. Ensuite, un peu plus loin, on positionne la basse-cour et le verger, des zones où on va un peu moins souvent. Puis les pâturages et les céréales, des zones où on va très rarement, plus rarement. La zone de bois et des plantes indigènes, où on peut avoir une petite action, je sais pas, par exemple, en posant des structures propices à la pousse de champignons, tu vois, mais pas beaucoup plus d'action. Et après, on a la zone où on n'a aucune intervention en dehors de la récolte de plantes sauvages. Désolé pour tout ce qui est. Ouais. Donc là, on passe à l'agroécologie, les simples pratiques d'Altieri. Donc c'est pareil, c'est le fondateur de l'agroécologie. Je n'ai pas recherché beaucoup plus loin, je me suis juste resté à ces cinq principes, qui sont le recyclage de biomasse et de nutriments. Donc comme je disais tout à l'heure, il faut penser l'agriculture de demain. Il y a des cycles en fait, ne pas penser des cycles justement pour que l'agriculture, le système agricole soit durable dans le temps. Maintien des conditions favorables à la croissance végétale, notamment via le maintien du niveau de matière organique, la base, tout simplement. En fait, ouais, repasser à un système où l'humus, on a une création d'humus, on a des symbioses, un écosystème durable en place qui fait que les plantes pourront pousser de manière normale. Justement, le maintien des conditions favorables, c'est aussi pas faire la monoculture pour éviter les ravageurs, c'est avoir suffisamment d'ombre pour pas que nos plantes crament, avoir un sol qui puisse suffisamment se gorger d'eau et limiter l'évaporation de cette eau pour que justement les plantes continuent de croître. Voilà. Donc ça rejoint les principes que j'ai énoncés. L'optimisation de l'utilisation des ressources et l'élimination de leurs pertes. Donc voilà, on est toujours dans la notion d'économie qui rejoint un peu les notions évoquées en permaculture. Vraiment penser à limiter notre gaspillage de ressources, économiser le maximum de notre temps et être plus rentable toujours. En fait, le but, c'est qu'on rejoint cet aspect-là, en fait, l'agriculture et un peu le capitalisme qui ont vraiment toujours pour but d'être toujours plus rentable. Mais c'est pas négatif cette notion de rentabilité. Dégager de la rentabilité, ça permettra par exemple, si on a des écosystèmes plus rentables, bah, d'avoir moins besoin d'espace pour produire notre nourriture, donc de laisser plus d'espace à la mère nature, comme on dit. Donc, c'est intéressant. Et limiter le temps qu'on passe dans le jardin, c'est aussi moins de tracas, quoi. Et du temps qu'on peut consacrer à autre chose, bien sûr. Augmenter la biodiversité, bah, ça c'est la notion générale que tout le monde aborde de nos jours. Du fait de ses multiples avantages, en fait, la vie a besoin de biodiversité, d'interaction. Favoriser les interactions positives entre les espèces différentes de l'agroécosystème, ça rejoint en fait cette notion de biodiversité encore. Les espèces interagissent entre elles quand il y en a beaucoup et de nature différentes. Ces interactions sont souvent positives pour l'agroécosystème et ainsi notre écosystème, notre système agricole produit plus, est plus durable et plus résilient. Et donc, ces cinq principes finaux résument pas mal de choses et ils sont assez pertinents. Donc,
peut-être que c'est au final une chose peut-être la chose à retenir en fait. Après c'est de l'abstrait, mais j'ai plus été dans les techniques, dans mes solutions de A à Z, mais réfléchir sur la théorie aussi peut être fascinant. Donc pour conclure, c'était long, beaucoup de mots, pour au final peu de principes, pour au final des principes simples, ouais, on est d'accord. À croire que je savais que j'allais passer des heures à débatter ces choses. À voir si en pratique c'est aussi efficace que l'agriculture conventionnelle. Donc oui, mais ça c'est le gros point, c'est-à-dire que, ok, on critique l'agriculture conventionnelle, sauf que est-ce qu'en pratique les agriculteurs peuvent en vivre de cette agriculture alternative? Bon, d'après ce que j'ai vu, ce qui existe sur YouTube par exemple, oui c'est possible. Et ça me paraît assez logique en fait, simplement parce que tous ces principes-là, ils sont vérifiables. Et si en théorie on le met en pratique, bah, ça marche bien quoi. Donc ça me paraît pas étonnant que ça y ait des gens qui arrivent à en vivre en fait. Par exemple, moi j'aime bien aussi faire ma comparaison, me comparer justement à mes vieux voisins qui passent environ 4 heures par jour, enfin le monsieur en question passe 4 heures chaque matin à désherber et à arroser ses plantes. Il consomme peut-être 2-3 mètres cubes par jour à arroser plusieurs dizaines, centaines de mètres carrés de potager. Alors après, c'est sûr qu'il produit pour nourrir plusieurs familles. Et en plus, il n'utilise pas d'engrais et pas de produits phytosanitaires, ou très peu. Mais donc du coup, ça, c'est assez admiratif. Après, l'inconvénient, c'est que en voyant ce qu'il fait, son sol finira forcément par se dégrader à terme. C'est-à-dire qu'en plus, là, je vois bien, quand j'y vais, sa terre, elle est à nu, en fait. Donc, quelques végétaux qui poussent, en fait, en ligne. Mais voilà, sa terre, elle perd en minéraux, elle perd en humus, et à terme, en 50 ans, c'est pas viable, ça. Et ce qui serait vraiment, du coup, hyper intéressant pour moi, c'est de voir qu'en rendement, quantité produite, temps consacré, je serais plus rentable que lui. S'il passe 4 heures par jour, 365 jours par an, bon, ça fait quelques milliers d'heures au compteur, 1000 à 2000 heures, je pense qu'il doit passer en gros. Si moi, en fait, mon but c'est de passer à peu près 30 minutes par mois, si je produis de manière moins, je produirais sûrement moins que ce que dit plusieurs familles, euh, mais je produis suffisamment pour plusieurs dizaines de kilos de fruits et légumes, je serais quand même toujours plus rentable que lui. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette notion de rentabilité. Et aussi voir si mes rendements par surface sont plus élevés que lui, ça serait très intéressant. C'est mon petit truc hein, de comparer à l'autre, hein, mais c'est aussi intéressant de se comparer, justement, parce que faut pas toujours rester dans la théorie, dans l'idéalisation de nos principes, il faut vraiment que ce soit applicable en pratique et qu'on ait du résultat. Quoi. Et c'est ça mon objectif. Quoi. C'est que dans 5 ans, sur cette chaîne, si elle n'existe pas, je sois content et que je produise bien, j'aimerais bien produire, je sais pas, 10, 20, 30 kilos au minimum de fruits et légumes. Pour toi, ce serait 100 kilos quand même, au bout de 10 ans, je me dis que ce serait quand même possible. Hein. Donc voilà. Mais toujours en faisant que 30 minutes par mois de travail, quand même pas plus. Hein, je suis en chemin. Si tu as une critique constructive ou des conseils à faire, je suis preneur bien entendu. Donc voilà. Et bien sûr, je vais mettre en pratique tous ces petits principes techniques dans mon jardin. Parce que c'est vrai que c'est bien de les énumérer, mais par exemple, j'essaie vraiment de petit à petit en mettre un en pratique, puis un autre, etc. Je sais pas, par exemple, la prochaine étape, moi, c'est de construire une haie dans mon jardin. Puis après, pourquoi pas des abris pour la faune. Puis après, tester du semi-direct, parce que j'aimerais quand même planter par exemple du maïs du maïs ou des plantes un peu classiques, en dehors des plantes vivaces, parce que j'aimerais quand même consommer des plantes annuelles. Or, souvent, elles ont besoin d'être semées sur la terre nue, donc est-ce qu'avec du semi-direct, ça marcherait aussi? Voilà. Expérimenter tout un tas de choses pour voir ce qui marche. Créer des ombrières aussi pour être intéressant, ça demande du travail quand même, mais créer une petite mare aussi, c'est le projet. Même si sur mon terrain, c'est un peu compliqué. Donc voilà, merci pour l'attente. Je sais pas combien de temps je suis rendu, ça va être beaucoup trop long à mon goût. Moi, j'aurais pas la patience de rester aussi longtemps. En fait, ce qui est intéressant quand même, c'est de lister en fait. Au moins, c'est concret. Et toi, tu as une liste, et moi aussi, j'ai une liste du coup qui permettra de m'y référer pour réfléchir un petit peu à quoi améliorer mon jardin. Donc voilà, la bise et merci pour tout. À la prochaine. Et oui, je précise encore, la prochaine vidéo, je
sera... Je changerai de sujet parce que l'agriculture, bon, j'ai un peu fait le tour, enfin, à mon niveau en tout cas. Et je pense passer plutôt sur tout ce qui est un peu développement personnel. Bon, j'ai pas trop ce terme-là, mais voilà. Je pense que la prochaine vidéo sera sur la création d'habitudes durables dans le temps, car c'est une notion qui me paraît essentielle pour l'homme de demain. L'homme de demain se devra d'avoir forcément des habitudes saines, et pour cela, il faut qu'il sache les mettre en œuvre. Donc voilà, la bise, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je pense, dans le courant du mois de novembre. A plus!